Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 25. 25 déjà, et oui, c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Antoine, salut tout le monde. Eh bien Jérôme, ce soir on a un invité exceptionnel, qui est d'ailleurs un auteur, pour ceux qui nous suivent, de Génération Cité d'Or. Et c'est Romain Priou. Salut Romain, comment ça va? Bah écoute, bonsoir Antoine, bonsoir Jérôme, ça va super bien, merci pour l'invitation. Salut Ah bah Romain. écoute, avec plaisir. Bon, c'est vrai que nous, on te connaît, et puis sûrement que nos auditeurs te connaissent pour avoir participé à plusieurs émissions chez Nurea TV. Mais ce soir, on a le plaisir de t'inviter parce que bien, tu as voulu, à un moment donné, tu as réagi aux prophéties que nous donne Jérôme quasi chaque semaine, et en nous disant... eh bien tiens, moi j'en connais deux autres qui donnent des prophéties et pas piquer des vers, et puis qui pourraient en plus s'appliquer à ce qui se passe actuellement, peut-être en Ukraine, en tout cas dans le monde. Vas-y, explique-nous tout. Oui, alors bah comme tu viens de le dire, hein, ça s'est fait un peu dernier moment, en ayant pris contact avec toi il y a quelques jours, suite au dernier mini, et pour te faire part de prophéties donc, qui sont a priori peu connues, les auditeurs nous répondront, qui évoquent alors l'Ukraine, mais surtout la Russie. Donc c'est des prophètes, enfin des voyants qui s'appellent Alois Erlmeyer, un Allemand né en 1894 et mort en 1959, et Nicolas von Rensburg, un Sud-Africain né en 1864 et mort en 1926. Donc il est toujours un peu utile de préciser l'année de la mort des voyants lorsqu'on parle de prophétie, car ça permet souvent de les remettre dans le contexte de leur époque. Et pour info, donc ces deux personnages sont plutôt très célèbres dans leur pays réciproque quand on se renseigne un peu sur ces deux personnes. Alors déjà, avant de rentrer dans ces prophéties qui concernent la Russie, désolé, je vais faire l'oiseau de mauvais augure ce soir, comme ça. Qu'est-ce qui les a rendus célèbres en tant que voyants de leur vivant? Comme ça va un peu vous montrer que c'est plutôt des voyants assez crédibles quand même dans ce qu'ils racontent. Donc je commence par le Sud-Africain Nicolas von Rensburg en 1899, dans un contexte de guerre à l'époque en Afrique du Sud entre les descendants des colons hollandais appelés les Boers et les Britanniques. Il a été enrôlé comme soldat chez les Boers et à de nombreuses reprises, il a prédit les déplacements exacts des troupes ennemies, ce qui lui a permis de se forger une solide réputation de voyant déjà auprès de l'armée sud-africaine, qui n'est pas n'importe quelle institution. Après cette guerre, il retourna vivre chez lui et jusqu'à sa mort, sa fille l'a pris en note dans des carnets ses nombreuses prédictions, puisqu'il en a jusqu'à sa mort. Et ces carnets furent publiés et preuve en est, il y a toujours un exemplaire qui est toujours conservé et exposé dans un musée à Johannesburg. Et ces carnets furent jugés tellement dangereux par le pouvoir qu'ils furent interdits de publication par ordre du Premier ministre au début de la Seconde Guerre mondiale. C'est dire si leur contenu était apparemment super explosif. Donc, jugez par vous-même, en croire ces carnets, von Rensburg aurait prédit en 1914 la défaite de l'Allemagne en 1918 et qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, une terrible épidémie tuera plus d'humains que la guerre elle-même. Donc, il parlait de la grippe espagnole, 4 ans avant. Il aurait également prédit, tout en se rappelant qu'il est mort en 1926, une nouvelle défaite allemande lors d'un nouveau conflit mondial, le tribunal de Nuremberg et les exécutions des principaux dirigeants allemands, la constitution de l'ONU, la catastrophe de Tchernobyl, la guerre du Golfe, la fin de l'apartheid et la présidence de Nelson Mandela, ce qui n'est pas rien quand on est africain du Sud, la mort de Diana en parlant d'un meurtre et en précisant que sa mort cache des choses peu avouables, etc. Donc ça, c'est pour les hors-d'œuvre, si je puis dire. Avant de passer au plat de résistance, je vais évoquer brièvement l'autre voyant, Alois Erlmeyer, un célèbre voyant allemand. Et pourquoi était-il célèbre? Parce que notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, il a prédit à l'avance les points d'impact de nombreuses bombes, ce qui a permis de sauver beaucoup de gens, et qu'en plus, il a réussi à localiser de nombreuses personnes disparues, qu'elles soient vivantes ou mortes. Sauf que, en raison de cette grande renommée et des détracteurs qui vont avec, il fut accusé d'exercice illégal de la voyance à des fins lucratives. En 1947, il comparut devant un tribunal d'instance, mais il fut acquitté après audition de témoins et surtout après une incroyable démonstration en direct de ses capacités. En effet,
Devant le juge, il fit la description exacte des vêtements de l'épouse du juge ce jour-là, à l'heure précise, et en précisant ce qu'elle faisait au même moment. Et tout était vrai, alors qu'il n'avait jamais rencontré cette femme du juge. Il a prédit sa mort en juillet 1959, ainsi que les circonstances, à savoir un cancer du foie, et ses dernières paroles furent « Je suis heureux de partir maintenant parce que je ne veux pas faire l'expérience de ce que j'ai vu. » Et qu'a-t-il donc vu? C'est là que je commence le plat de résistance en mélangeant les visions de ces deux voyants. Alors, désolé d'avance, certains passages sont plutôt hardcore au vu de l'actualité russe. Donc pour Irmeyer, tout démarre par l'assassinat d'un grand personnage apparemment dans les Balkans, étonnamment un peu comme ce qui a déjà déclenché la Première Guerre mondiale. Il décrit précisément le meurtre. Il parle de deux hommes qui assassinent un troisième haut placé et qu'ils ont été payés pour ça. Le premier meurtrier est un petit homme noir, l'autre est un peu plus grand, avec les cheveux clairs. Von Rensburg, lui, évoque aussi l'assassinat d'un dirigeant communiste en dehors d'un grand bâtiment, sans autre précision. Puis, il parle de la Troisième Guerre mondiale qui commence au début du printemps par la Russie. C'est là où vous commencez à comprendre pourquoi j'ai souhaité évoquer ces prophéties aujourd'hui. Il ne donne pas d'année précise, juste début printemps. Et il dit que la guerre sera rapide et extrêmement destructrice. Irmeyer, lui, ne parle pas de la Russie proprement dite, mais en disant que suite à l'assassinat dans les Balkans de ce personnage important, de puissants corps d'armée marchent sur Belgrade venant de l'Est et poussent vers l'Italie. On peut difficilement penser à autre chose qu'à des Russes. Il précise aussi que 3 armées blindées traversent l'Allemagne en direction du Rhin sans avertissement et que tout se passe de manière si inattendue que la population fuit affolée vers l'ouest, donc vers chez nous. Pour von Rensburg, les troupes états-uniennes et britanniques sont annihilées complètement par les Russes en Europe, les mêmes Russes qui atteignent la frontière espagnole en écrasant les troupes françaises au passage. Irmeyer parle d'une mystérieuse poudre jaune contenue dans de petites caisses qui seraient larguées du ciel et qui formeraient une longue ligne jaune depuis Prague jusqu'à une côte maritime, peut-être vers la mer du Nord, donc une ligne jaune sur plusieurs centaines de kilomètres. Il indique que dans cette bande jaune, il n'y a plus de vie, plus un arbre, plus un arbuste, plus une bête, plus une herbe vivante, tout est fané et noir. Il précise que personne ne peut franchir cette bande sans mourir, ceux qui sont dedans ne peuvent pas en sortir et ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas y rentrer. En tout cas, cette bande semble arrêter les troupes russes. Ce qui est étonnant, c'est que von Rensburg, lui, va parler d'une arme secrète allemande qui mettra un terme à la suprématie russe. Ces armes, d'après lui, sont un développement direct d'armes secrètes allemandes datant de la fin de la Seconde Guerre mondiale et utilisées par, entre guillemets, une autre Allemagne secrète qui les a mis au point. Est-ce qu'il s'agit de la poudre jaune dont parle Irmeyer? C'est pas en tout état de cause. Von Rensburg dira qu'il n'a pas le droit d'en dire davantage à ce sujet. Il poursuit en disant que les États-Unis se joignent à ces Allemands pour bombarder l'Angleterre et qu'aucun abri ne pourra résister à leurs bombes. Les États-Unis qui bombardent l'Angleterre. Irmeyer parle de la ville avec la tour de fer, Paris, qui est détruite, incendiée par ses propres habitants. Dans le pays de la botte, l'Italie, il parle d'une révolution qui éclate et du pape qui s'enfuira par la mer en étant déguisé. Le pape reviendrait peu après, une fois que l'ordre sera rétabli. Puis il annonce qu'à midi d'une journée en pleine guerre, une obscurité totale durera 3 jours. Donc, ça va rappeler un peu des choses concernant les fameux 3 jours d'obscurité de la Bible. Donc cette soudaine obscurité sera suivie par des éclairs, le tonnerre et un formidable tremblement de terre. Pour lui, ce seront les signes qu'il ne faut surtout pas sortir de chez soi pendant 3 jours, qu'il faut garder les fenêtres fermées et les couvrir complètement avec du papier noir, car dehors, la poussière est mortelle. Toute l'eau courante est empoisonnée, ainsi que tous les aliments qui ne sont pas dans des boîtes hermétiquement fermées. Il précise que même les aliments en bocaux ne peuvent pas être consommés, car ces emballages ne tiennent pas. On a l'impression qu'il décrit une attaque atomique. Il dit que tout sera passé après 3 jours, et qu'en ces 3 jours, il mourra plus d'humains que lors des 2 guerres mondiales réunies.
Ensuite, il parle de 3 chiffres 9. Il ne peut pas dire ce que ça signifie, sauf que le troisième 9 apporte la paix et qu'après cette grande catastrophe vient un long et heureux temps et qu'un empereur est couronné par le pape. Alors peut-être un empereur allemand parce que von Rensburg, lui, va évoquer un homme fort et juste qui prendrait le pouvoir en Allemagne, faisant de ce pays une puissance respectée de tous. Il dit aussi qu'après cette guerre, certains pays en Europe et surtout à l'Est seront quasiment annihilés. La Russie, la France, Israël, les États-Unis, mais surtout l'Angleterre ne joue quasiment plus aucun rôle. Un formidable tsunami frappe l'Asie. New York est totalement détruite à la suite d'une catastrophe naturelle. Et là, ça fait écho à ce qu'a pu raconter Jérôme lors d'un précédent minuit au sujet de la prédiction qu'avait faite un certain Ned Doherty, un millionnaire jet-setter, qui avait fait une expérience de mort imminente en 1984 et qui avait reçu des informations sur l'attentat et du 11 septembre, mais également sur la destruction de New York suite à une catastrophe naturelle qui se produirait au niveau des Canaries. Et von Rensburg conclut ses charmantes visions avec l'arrivée d'une énorme comète qui apporte la paix sur Terre avec elle, que l'écologie, il le précise, devient enfin une priorité, et Irmeyer ne part pas de cette comète. Voilà. Donc, voilà ce que je Merci pouvais raconter. Damien, Romain, pardon. Pour une fois, c'est pas moi qui sape le moral aujourd'hui. Ouais, c'est pas très joyeux, ça, je sais. Ouais, mais c'est vrai que ça fait écho aussi aux prophéties du Padre Pio qui parlait de ces 3 jours de ténèbres et aussi d'Edgar Cayce, qui avait aussi prédit une troisième guerre mondiale à cause des Russes. Et il avait aussi annoncé que quelqu'un qui s'est élevé au pouvoir en Europe centrale serait anéanti. Sans autre précision, mais ça rejoint l'idée que cette guerre partirait d'un assassinat dans les Balkans, et ça revient chez Irmeyer, von Rensburg et Edgar Cayce également. Oui, c'est ce qui est vraiment intéressant comme détail. On se dit tous que si le président ukrainien est assassiné, quelle va être cette fois-ci la réaction d'un petit peu tout le monde. Alors sur le côté nucléaire, c'est évident que ça ressemble vraiment à la description des effets néfastes et méphitiques on va dire, d'une irradiation nucléaire par quelqu'un qu'on n'a jamais entendu parler, parce qu'à l'époque forcément c'était pas encore découvert, en tout cas peut-être quand il a fait quand il a eu sa vision, ou alors il n'en avait pas connaissance. Mais par contre, là où je suis plus modéré moi, c'est que s'il y a une bombinette nucléaire qui explose, c'est tout le monde appuie sur le bouton. Hein. C'est donc là c'est 90% voire 95% de l'humanité qui est rayée. Donc effectivement en 3 jours, oui, il n'y aura jamais eu autant de morts que toute l'humanité réunie. Donc je sais pas, en tout cas ce qui est troublant, ce sont toutes les prophéties qu'ils ont eues sur les premières et deuxième guerres mondiales qui sont réalisées. Donc ça apporte du crédit effectivement à leur don de voyance. Maintenant les prophéties c'est toujours pareil, c'est un futur possible. Voilà. Ah ben carrément, et moi ce qui m'a le plus bluffé, parce que je les ai lus vraiment il y a des années en arrière, je les conservais en un coin de ma tête, et j'avais toujours cette histoire de la Russie en fait qui démarrait cette guerre, et là vu ce qui se passe en 15 jours, enfin je me dis à quel point ça fait écho à ce genre de prophétie. Là c'est là où ça m'a foutu les jetons quand même, et bon voilà. Oui, clairement, parce que l'ennemi russe, ça fait longtemps que l'ennemi russe, on a baissé, on va dire, la criticité de l'ennemi russe. Si tu regardes tous les films d'Hollywood, même dans les James Bond, c'est plus les Russes les méchants, c'est les États islamistes fanatiques. Mais en tout cas, ça fait longtemps que la menace russe avait disparu, on va dire, un peu de la pensée collective. Et là, ça arrive soudainement comme ça. On ne sait pas trop pourquoi. Alors, après, il y a des informations qui sont très intéressantes quand vous regardez autre chose que les médias mainstream. Mais, mais pourquoi c'est aussi violent et aussi intense d'un coup? C'est plutôt ça la question, en fait. C'est la violence, en fait, qui est impressionnante. Il aurait pu s'y prendre autrement s'il avait voulu régler des affaires avec l'Ukraine
là, envoyer l'armée comme ça aussi fortement, il y a quelque chose d'étonnant en fait. Voilà, au-delà des explications qu'on pourrait trouver mainstream ou pas. Ouais, et là, du coup, ouais. Et dans moins de 10 jours, nous sommes au printemps. Alors, du coup, pour juste terminer, parce que comme il n'y a pas de date de données, hein, il parle du début du printemps, effectivement. Il y a d'autres, en fait, voyants, et Erlmeyer également en a parlé, j'en ai pas parlé, mais vous trouvez ça dans les liens que mettra Antoine. Il dit que l'année où cette troisième guerre mondiale éclatera, il y aura une abondante récolte de fruits et de grains, et que l'année qui précédera sera une année de froid glacial, hiver comme été, avec une année qui suivra de chaleur et d'abondante récolte. Voilà, c'est les seuls indices qui sont pour le coup relayés par d'autres voyants qui ont parlé de cette troisième guerre mondiale avec ces histoires d'années abondantes en récolte. Ok. Bon, comme qui dirait l'autre, ben, on verra bien ce qui nous arrivera. Pour les raisons de la guerre en Ukraine, vous verrez là dans deux sujets, je vous en parlerai parce qu'il y a peut-être d'autres raisons que celles qui sont officiellement énoncées. On ira sur le côté ufologique de la chose. Mais en tout cas, merci Romain pour nous avoir fait découvrir ces deux prophètes que moi je ne connaissais pas. Jérôme, t'en avais entendu parler ? Non plus, non. Donc merci pour l'info. Ouais. Bon, ben Romain, merci en tout cas voilà, d'être venu nous présenter ces deux prophètes qui, j'espère, se trompent sur notre avenir. Moi aussi. En tout cas, on l'espère tous. Jérôme, on va passer sur un sujet d'ailleurs, je pense, qui devrait plaire à Romain. Un sujet d'une momie un petit peu particulière, la momie d'une sirène. Et en parlant de momie, je vous rappelle qu'on a fait la suite de la vidéo de la fameuse momie qu'on avait présentée dans Mimi 9 avec notre ami canadien. Et on a fait la suite, voilà, si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, cette momie sirène, Jérôme. Ouais, moi je vais vous parler d'une petite sirène. Bon, elle est un petit peu moins glamour que la petite sirène de Disney. Elle est même un peu moche, quoi, elle fait peur. Donc en fait, c'est le mystère de la sirène d'Azakuchi. Alors en fait, c'est une créature momifiée, mi-humaine, mi-poisson, qui a été découverte dans un temple bouddhiste au Japon. Alors en fait, ce temple se situe à Enjui, à Azakuchi, dans la préfecture d'Okinawa. Donc elle mesure une trentaine de centimètres de longueur. Et bon, c'est une véritable figure de cauchemar avec une tête d'apparence humaine aux dents pointues, des mains parfaitement formées et un buste se prolongeant en queue de poisson. Donc en fait, cette chimère, l'histoire de cette chimère, elle aurait été capturée dans les filets d'un pêcheur vers 1740, avant de passer de main en main au fil des siècles, jusqu'à échouer dans son petit temple, oublié de tous. Ou presque, car Hiroshi Kinoshita, spécialiste des légendes locales, est tombé il y a quelques années sur une photo de la sirène d'Azakuchi. Et donc, depuis qu'il était tombé sur cette photo, il ne cessait de penser à cette petite sirène, au point qu'il a réussi à convaincre l'université de Kurachiki, excusez-moi, parce que je suis pas super fort en japonais. Donc Kurakuchi, l'université des sciences et des arts, de la soumettre à une analyse approfondie. Et donc le 2 février de cette année, Kozen Kuida, le prêtre du temple Enjui, a donc remis la relique à l'équipe de scientifiques qui l'a passée au scanner. Et donc la prochaine étape, c'est d'examiner son, ou plutôt ses ADN, afin de vérifier l'hypothèse selon laquelle en fait il s'agirait d'un buste de singe rattaché à un corps de saumon. Voilà, ça serait une momie trafiquée, on va dire, quoi. Donc bon, c'est une explication terre à terre, qui n'inquiète pas outre mesure le prêtre du temple qu'il a conservé, puisque lui, il prétend qu'elle est censée combattre les maladies. Et elle fait l'objet de culte en fait. Et d'ailleurs, il dit, nous l'avons prié en espérant qu'elle aiderait à atténuer la pandémie de Covid, ne serait-ce que légèrement. Mais j'espère que ce projet de recherche pourra laisser un héritage scientifique aux générations futures. Donc le verdict de ce scanner est attendu au courant du printemps. Voilà. Donc ça me rappelle un petit peu aussi les fameuses momies de Nazca de Thierry Jamin, où ça était très controversé. On ne sait pas pareil si c'est un fake ou non. On est toujours un petit peu resté en suspens. Donc là, on verra bien avec le scanner aussi si c'est une réelle petite sirène ou alors si c'est un montage qui aurait été fait il y a
des siècles de ça. Oui, parce qu'effectivement, à la fin du 19e siècle, quand c'était la course à l'échalote pour connaître quel était le chaînon manquant dans l'évolution de l'homme, il y a eu beaucoup de scientifiques de l'époque qui se sont amusés à faire des mélanges, des contrefaçons de créatures exceptionnelles. Il y en a certaines, alors je ne sais plus laquelle est-ce, qui étaient restées vraiment très longtemps, où tout le monde était persuadé que c'était une vraie créature chimérique. Chimérique, c'était exactement le terme que je cherchais. Et puis au final, non, c'était qu'un montage. Là, aujourd'hui, à notre époque, les montages, ils peuvent plus tenir, parce que vu la technologie que l'on a, effectivement, à l'IRM, au scanner, on va tout voir, quoi. On devrait peut-être brancher Sylvain avec ce professeur japonais, hein, se faire rencontrer les deux momies. Oui, parce que c'est vrai que moi, m'a fait penser que ces petites dents pointues là, et puis ces toutes petites mains à justement la momie que nous avait présentée. Sylvain, la momie Ivac qu'elle s'appelle. Romain, t'en penses quoi? Je te rejoins sur l'idée que on a tellement trafiqué d'artefacts comme ça, d'ossements. Ça me faisait penser, je crois, que c'était une mandibule de chimpanzé qui avait été mise sur un crâne humain au début du XXe, qui avait fait penser à ce fameux hominidé qui aurait été le chaînon manquant en fait entre a priori les singes et puis Homo sapiens. Euh, la polémique sur les momies de Nazca se poursuivre. Je pense que comme moi, vous avez aussi bien suivi le dossier. Il y a quand même beaucoup de choses qui permettent qui laissent à penser qu'on a affaire quand même à des choses assez crédibles. Hein. Peut-être pas pour tout. Hein, il y en a plusieurs momies, mais il y en a au moins 2 ou 3 qui ont l'air plutôt crédibles. Après, voilà, la sirène, c'était toujours un peu rêvé de toute manière. C'est ça. Et puis, il y a 100 ans, on pouvait faire croire aux gens, comme tu disais Antoine, on pouvait faire croire à n'importe quelle créature traficotée. Maintenant, avec la science, on va en avoir le cœur net courant au printemps. Voilà, si il nous arrive rien d'ici là, parce qu'avec ce que tu nous as prédit. Je suis encore désolé, hein. Non, mais on en rigole. Enfin, voilà. Ouais. Bon, on fera fuir les mauvaises prophéties, t'inquiète pas. C'est ça. Bon, mais en tout cas, super cette momie. Ça nous donne plein d'éléments comme ça. Peut-être que le petit peuple a existé, hein, finalement. Et on commence à faire ressurgir comme ça ces petits êtres. Est-ce que tout n'est que légende ? C'est une vraie question. Moi, j'en ai une autre légende à vous proposer. Et elle va recouper, peut-être ou pas, la prophétie présentée par Romain en ce début d'émission. Donc ça se passe en Ukraine, forcément. Donc, si on résume un peu la situation des raisons du pourquoi Vladimir Poutine a voulu envahir l'Ukraine, alors officiellement, c'est pour pouvoir lutter contre un gouvernement néo-nazi et pouvoir libérer le peuple. D'ailleurs, les Ukrainiens et les Russes, hein, ils ont toujours eu une histoire commune, c'est des peuples vraiment très, très, très proches. Et puis d'ailleurs, si vous avez regardé les premières images du début de l'invasion, ce qui était bizarre de constater, c'est que les personnes des parties envahies, elles s'enfuyaient pas vers l'Ukraine, vers l'intérieur de l'Ukraine, mais vers la Russie, vers le pays envahisseur. Donc c'est quand même, à mon avis, assez complexe à analyser. Donc il y a cette raison-là, la première. La deuxième, qui est un peu moins officielle, on commence à en parler de plus en plus dans les réseaux, ce serait une raison plus par rapport à des laboratoires de type P4, tu parlais d'armes bactériologiques, en tout cas voilà. Il y aurait un certain nombre de laboratoires qui auraient été installés là par les Américains et qui étaient en train de créer des armes qui pouvaient mettre en péril effectivement la grande mer Russie. D'ailleurs, ce que tout le monde a pris pour un accident de pilonnage quand un obus est tombé à côté de la centrale, visiblement il y aurait un laboratoire qui jouxtait la centrale. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, il faudrait encore passer plusieurs heures de recherche pour vérifier tout ça. Mais ce n'est pas pour ces raisons-là que je veux vous parler de l'Ukraine, moi, ce soir. C'est pour une raison tout autre.
une raison ufologique, donc forcément les sceptiques, ça sert à rien de nous inonder, de nous tomber pas dessus, c'est une théorie, mais qui est intéressante. Est-ce qu'elle est avérée ou pas, ça c'est toujours une autre histoire, mais en tout cas elle est vraiment intéressante. Et je vais vous montrer déjà, faire un petit partage sur Google Earth. Et on va aller se rendre dans un coin de l'Ukraine qui s'appelle Oleshki Sands. Voilà. Donc Oleshki Sands, vous voyez, c'est une zone complètement désertique, complètement sablonneuse, comme ça, en plein milieu de l'Ukraine, au sud de l'Ukraine. Si on regarde un petit peu là, ici l'échelle, vous voyez, ça fait à peu près 15 km de large sur à peu près 20 de hauteur, et on est très près des côtes sud de l'Ukraine. Donc c'est le site Elishean 777 qui nous traite de ce sujet, hein. C'est Michael E. Sala qui nous en parle. Donc ce qu'ils expliquent, c'est que dans cette zone, à Kherson, serait enterrée une arche spatiale. Alors, par arche spatiale, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, j'ai regardé un petit peu toutes les vidéos là, qui étaient présentées dans l'article, et puis j'ai fait quelques recherches. On serait vraiment dans l'arche à la Stargate. Tout le monde a la série Stargate en tête. Donc ce serait une espèce de vaisseau dans lequel il y aurait une arche qui permettrait de traverser des grandes distances. Et donc ce que la théorie que développe ce site, c'est que finalement l'objectif caché secret des Russes serait finalement de capturer cette zone portuaire et surtout la région de Kherson, où serait enterré dans cette zone sablonneuse ce vaisseau avec cette arche à l'intérieur. Donc on serait à 25 km, 15 miles de Kherson. Voilà. Donc le site a eu sa source, c'est un certain JP qui a donné la source à Elishean, parce que finalement il n'y a pas qu'une seule arche qui serait enterrée sur la planète. Les Russes en auraient déjà une, il y en aurait une autre qui serait sur la Lune, deux autres dans la région du triangle des Bermudes, et il y a eu des missions menées conjointement entre les États-Unis, la Chine et la Russie pour justement chercher une des arches qui était au fond de l'océan. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette émission qui est en américain, mais vous pouvez activer les sous-titres, où justement c'est cet homme-là qui reçoit par échange radio un des soldats qui a visité l'arche, et donc à l'intérieur de cette arche on retrouverait d'étranges hiéroglyphes, pas vraiment égyptiens, pas vraiment sud-amérindiens, une espèce de mélange comme ça. Au milieu il y aurait une espèce de boule d'eau, d'où ils ont extirpé du personnel qui serait sur la Lune et qui aurait traversé l'arche, donc effectivement ça paraît complètement fantastique. Et donc ces arches-là existeraient sur Terre et seraient en train de s'activer. Voilà. Et c'est pour une raison qu'on ne maîtrise pas encore que Vladimir Poutine aurait décidé justement, comme tu le disais tout à l'heure Romain, de façon complètement abrupte d'envahir, pourquoi aujourd'hui et pas hier et pas dans 2 ans, l'Ukraine, parce qu'il a eu une information qui lui a appris que ces arches étaient en train de s'activer. Et là où c'est intéressant, je vous laisserai vraiment lire ce site, parce qu'il y a tout un tas d'informations sur ces arches, c'est que l'arche ukrainienne finira par voler dans les airs. Donc elle va sortir de sa mer de sable, et on devrait pouvoir voir un vaisseau spatial, voilà, avec cette arche à l'intérieur. Donc là c'est pareil, du coup on va vite s'en rendre compte, hein. Si d'ici 6 mois l'arche n'est toujours pas là, bon, bien, on va définitivement classer cette information dans le peu probable, mais toujours est-il que des opérations sur toute la planète pour retrouver des arches existeraient depuis bien longtemps, et finalement les auteurs de la série Stargate
ont été plus inspirés que créateurs dans leur scénario. Ça me rappelle, j'avais entendu ça à l'époque de la guerre d'Irak. C'était une des raisons pour lesquelles les Américains avaient envahi l'Irak aussi. Apparemment, ils avaient découvert une espèce de porte aussi des étoiles en Irak, et c'était aussi un des buts cachés de l'envahissement de ce pays par les Américains à l'époque. Donc peut-être que les Russes, ils veulent aussi leur petite porte des étoiles, et voilà. À chacun sa méthode pour les récupérer. C'est ça, qu'est-ce que t'en penses, Romain? Pour rebondir, en fait, moi, en tout cas, je sais que c'est Anton Parks qui en parle dans ses ouvrages de cette histoire de porte des étoiles, que lui, il appelle Dhyarana, dans le vocable sumérien, que c'est pour ça que la planète Terre serait un enjeu, en tout cas au niveau de plusieurs races aliens depuis des centaines de millions d'années, parce qu'elle serait comme ça l'intersection de énormément de trajectoires de portes des étoiles, et qu'elle serait disséminée, alors à la fois sur Terre, notamment alors, il parle de l'Irak, comme vient de dire Jérôme, puisque ce serait là aussi qu'ils auraient commencé à créer leur civilisation bien avant les Sumériens. Les Sumériens, c'est vraiment la fin de l'époque qu'on connaît de ce qui se serait passé avec ces aliens. Donc pourquoi pas, aussi en Ukraine. Le vaisseau que tu montrais sur le site, il ressemble beaucoup à un des vaisseaux de Star Wars, de la Fédération du Commerce. Et il ressemble beaucoup à une petite vidéo qu'on a mise dans Mimi il y a 2 numéros, je crois. Tu sais, quand la caméra là, qui filme une espèce d'apparition à côté de SpaceX, où on avait l'impression que c'était un donut, mais pas complet. Il manquait un petit bout au milieu. J'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à effectivement cette photo. C'est vrai. Après, de cibler là, les Auschwitz Sands, qui a l'air d'être un site géologique un peu particulier, effectivement, il faudrait vérifier d'où ça vient, ce désert de sable là, en plein milieu de... Ouais, alors les scientifiques parlent de surpâturage qui aurait trop grignoté. Bon, ça, on y croit moyen. Juste pour faire un petit peu de pub, tu parlais d'Anton Parks, sa compagne, qui a sorti son 3e volume, Trahison royale, voilà, aux éditions Nouvelle Terre. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de le lire, mais il est sorti il y a 2 semaines. Non, encore d'acheminement, je devrais pas tarder à le recevoir. Et le prochain d'Anton Parks devrait sortir dans un mois, normalement. Ouais, on a hâte. Allez, pour finir juste sur ce sujet, parce que tu parlais de ces anomalies géologiques, tiens, je vous amène en France. On en a une, nous aussi, mer de sable. Ouais. Dans le nord. Bon, elle est moins grande, hein. Tout à l'heure, l'autre, elle faisait 15 km. Là, tu vois, on est sur du 500 mètres. 500, 600 mètres. D'ailleurs, là, ici, il y a une espèce de zone... je crois que c'est le plus vieux parc d'attractions de France. Je me demande s'il n'a pas été créé ou financé par Pierre Richard. Voilà. Mais en tout cas, il y a une vraie mer de sable ici, où il y a eu des westerns qui ont été tournés, etc. Alors, on va savoir, est-ce que il n'y aurait pas une arche là-dessous, hein? Et puis, du coup, ça dégénérerait la végétation au-dessus. Bon, en fait, le vaisseau s'est posé, ils ont pris du sable d'Irak, ils l'ont recouvert. Ils ont fait la même chose en haut. Donc voilà pour cette news qui est somme toute très, très insolite. Et puis là, l'avenir nous le dira. L'avenir va nous dire pas mal de choses. On va finir cette émission avec quelque chose de plus léger, un petit peu de cryptozoologie, finalement comme tout à l'heure. Je suis dans les bestioles bizarroïdes ce soir. Ouais, les bébêtes bizarroïdes. C'est ma soirée. J'ai vu ça passer. C'est un jogger de la banlieue de Marrickville à Sydney, donc en Australie, qui est tombé sur une espèce de petite bête au sol. Alors tu partageras la vidéo, Antoine, hein, parce que il l'a filmé, il la touche avec un bâton. Apparemment, elle a l'air morte cette petite bête. Mais du coup, comme il savait pas du tout ce que c'était, il a posté ça sur Twitter. Et puis du coup, ça a fait un petit peu le buzz. Il y a plein de monde qui a rebondi là-dessus. Ils ont essayé pas mal de monde a essayé de trouver d'où pouvait provenir, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un embryon, quoi. Et ça fait un petit peu alien, hein. Alors justement, comment ce jogger, hein, lui, il dit: mon instinct me dit que c'est une sorte d'embryon, mais avec la 3e guerre mondiale et des inondations en cours, cela pourrait bien être un extraterrestre, a déclaré ce jogger. Voilà. Donc bon, comme je te dis, il a partagé la vidéo, et
Et puis du coup, il y a une biologiste qui a vu cette vidéo. Donc elle, ça l'a aussi interpellée parce que avec ses connaissances, elle n'a pas su déterminer de quel animal cela pouvait provenir. Donc elle, alors elle pense à un embryon de requin peut-être ou une autre créature marine. Bon, pourquoi pas. Alors cette biologiste justement a pris contact avec des confrères de l'université de Sydney et pour justement les solliciter pour pouvoir identifier cette créature. Et pour l'instant, aucun universitaire a trouvé de réponse. Donc là, voilà, si parmi les spectateurs de Mimi, on a des biologistes confirmés et puis qui pourraient pourquoi pas éclaircir ce mystère, parce que aujourd'hui, on n'a pas trouvé de réponse sur cette petite créature. Ça fait un peu poulpe, hein. Oui, c'est une créature marine, on a l'impression, mais moi ça me fait penser aussi, tu sais, dans le Prometheus, cette espèce d'alien avec sa trompe qui ressort là, qui est une espèce de gros siège où il a le ventre éclaté. Un petit peu penser à ça, pourquoi pas un fœtus d'alien, je sais pas. Ah, carrément. C'est exactement à ça que j'ai pensé aussi, là. Ouais, c'est vrai. Ah, non, c'est la première réflexe. Voilà, comme quoi on a des liens qui se font, des petites connexions tout de suite. Moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait tout de suite penser à ça. Ouais, complètement. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine, toi ? Bah écoute, donne ton avis. Non, mais c'est bien fait. C'est voilà, ça a l'air effectivement biologique. Après, je sais pas. Ouais, là, je suis vraiment ouvert à toute. Alors, si je la retrouve, au montage, je vous mettrai une petite vidéo d'une espèce de bestiole que j'ai découverte il y a quelques années dans un seau de purin. J'avais fait un seau avec plein d'orties dedans. J'avais mis de l'eau, de la terre, etc. J'avais laissé pourrir pendant 1 an pour me faire de l'engrais. Et puis je l'avais complètement oublié, et quand j'ai sorti tout ce qu'il y avait dedans, j'ai eu une bestiole comme ça qui a rampé, qui était vraiment très, très bizarre. Voilà. Si je la retrouve, je vous la mettrai, et ça nous permettra de conclure ce Mimi. Un démon gorgon, tu sais, comme dans Stranger Things, ça commence avec une toute petite bestiole, puis ça finit... Complètement. Bon, eh bien, un Mimi très riche et à mon avis très long. En tout cas, on a été super content, Romain, que tu participes à cette émission. Voilà, merci à vous de m'avoir reçu. Écoute, c'est avec grand plaisir. Ça nous permet aussi d'avoir d'autres visions du monde que les nôtres. Et puis, tu reviens quand tu veux. Et puis, je rappelle vraiment à tout le monde, si vous avez jamais eu l'occasion de lire Romain, Génération Cité d'Or numéro 8, sur Pays Basque, l'héritage Atlante, où tu nous fais une démonstration qui est vraiment superbe, surtout avec le symbole du coquillage. Ah oui. Bon voilà, je vous en dis pas plus, si vous voulez savoir. Tu l'as lu ? Ouais, très bon article. Oui, ça y est, j'ai commencé. Et oui, j'ai bien aimé l'article. Excellent. Pourtant, je suis pas basque, je suis breton, tu vois. Donc, non, mais ça n'empêche pas. Hein. Ah ouais, c'est ça, non, mais ça m'a passionné cette histoire. Et puis, si vous voulez nous retrouver avec Jérôme, on participe la semaine prochaine au salon organisé par Deimian, l'étrange rendez-vous. Ça se passe à Cachan. C'est plein. Mais si vous avez votre passe, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou au stand. Alors, on sera heureux de pouvoir discuter avec vous. Avec plaisir. Messieurs, à bientôt. Romain, à très bientôt. Et puis voilà, passez un bon week-end. Ouais, bon week-end. À bientôt. À bientôt tout le monde. Salut. Ciao, ciao, ciao. Au revoir.